Et si je vous révélais que la vie que vous menez actuellement n'est peut-être pas la vôtre? Non pas parce qu'on vous l'a dérobée, non pas parce que vous avez failli à le créer, mais parce que, discrètement, imperceptiblement, vous avez habité l'hypothèse qu'autrui a forgée sur votre identité. Voyez-vous, la plupart des gens conçoivent la manifestation comme une question d'effort, de technique ou de la récitation d'affirmations adéquates. Or, Neville Goddard a dévoilé quelque chose de beaucoup plus profond. Le monde est vous-même extériorisé. Mais la question se pose. Quel soi est-il mis à l'écart? Celui que vous choisissez consciemment ou celui que vous avez hérité de votre famille, de la société, de la religion, de l'école, des blessures du passé? Il existe une crise tacite qui se manifeste dans des millions d'existences. Chaque jour, des individus s'éveillent avec des songes enchâssés dans leur fort intérieur, mais mènent des vies qui ne s'accordent pas avec ceux-ci. Non point par manque d'imagination, non point parce que la loi de l'Assomption serait inopérante, mais parce qu'ils s'évertuent à ériger un palais des possibles, sur un socle pavé par la crainte d'autrui. Nous héritons des récits. Votre entendement ne suffit pas. L'argent ne coule pas de source. Les nôtres se veulent modestes. Ne soyez pas trop exigeants. Ce ne sont pas de simples locutions. Ce sont des présomptions. Et les présomptions, surtout celles qui ne sont jamais remises en question, deviennent des schémas directeurs. Des schémas directeurs qui façonnent vos finances, vos relations, votre valeur, votre avenir. Et à moins que vous ne vous soyez arrêté pour vous interroger, l'histoire de qui suis-je en train de vivre? Il se pourrait bien que vous soyez en train de projeter vos rêves sur des murs déjà recouverts du récit d'autrui. Il n'est guère étonnant que cela ne prenne pas. À présent, la science moderne rejoint cette vérité ancestrale. Le docteur Bruce Lipton, dans ses travaux révolutionnaires sur l'épigénétique, a démontré que, de la naissance à l'âge de 7 ans, notre esprit fonctionne dans un état de fréquence cérébrale θ, hypnotique, réceptif, non filtré. Durant cette période, nous absorbons les croyances de l'environnement qui nous entoure, et à moins de les reprogrammer consciemment, elles continuent de supplanter nos désirs, à l'instar d'un logiciel en arrière-plan qui persiste, même après la fermeture de la fenêtre. Voici l'inversion. Vous n'êtes pas bloqué, vous êtes scénarisé. Or, un script peut être réécrit. Des postulats peuvent être supplantés. Et votre moi authentique, celui qui sait ce qu'il désire, le ressent comme tangible, et ose imaginer avec audace, peut renaître. Au fil des chapitres suivants, nous allons mettre au jour les présupposés insidieux qui régissent votre existence. Certains d'entre eux sont d'héritage, d'autres ont été intégrés. Certains, enfin, auxquels vous n'avez même jamais consenti consciemment. Mais, au terme de ce périple, vous ne serez plus l'acteur lisant un texte rédigé par autrui. Vous vous souviendrez de ce que vous avez toujours été. L'auteur, l'imaginateur, le « je suis ». Et à l'instant où vous vous réappropriez ce stylo, votre réalité doit se plier à votre présomption, car elle l'a toujours fait, et elle le fera toujours. Il existe une forme d'hypnose qui ne requiert ni balancement de pendule, ni voix suave. Elle survient lorsque vous êtes très jeune, avant même que vous possédiez le langage, avant que vous sachiez ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. Cela débute par le regard que l'on vous adresse lorsque vous vous exprimez. Il réside dans un soupir, un sourcil levé, un commentaire sarcastique que vous n'avez pas saisi, mais que vous avez ressenti. Ce n'est pas ce qui a été enseigné. C'est ce qui a été présumé. Et ces présuppositions, elles s'enfoncent, telle l'encre sur le papier, façonnant une narration que vous n'avez jamais consciemment rédigée. Vous pourriez croire que votre identité actuelle est un choix personnel. Mais réfléchissez un instant. Savez-vous qui a émis les premières présomptions quant à votre intelligence, votre valeur, votre potentiel, la dynamique familiale, les systèmes scolaires, voire la religion? Tous véhiculent des schémas invisibles. Pas toujours malveillants, souvent inconscients, mais néanmoins suffisamment puissants pour ériger une prison sans barreaux. Neville déclara « L'homme évolue dans un univers qui n'est rien d'autre que sa conscience objectivée. Mais précisément, que se passe-t-il lorsque votre conscience a été façonnée par des présuppositions qui, à l'origine, ne vous appartenaient pas? Les psychologues l'appellent l'effet Galatée. Nous avons tendance à devenir ce que nous nous croyons être. Mais cette conviction est fréquemment façonnée par les attentes que les autres projettent sur nous. Alors, permettez-moi de vous interroger. De quelle voix émane la réticence qui vous freine? De quels doutes proviennent les murmures lorsque vous aspirez à davantage? Et, plus crucialement encore, pourquoi persiste-t-il? Vous n'avez peut-être jamais remis en question ces voix, devenues votre narrateur intérieur. Mais voici la vérité. Vous n'êtes pas la voix. Vous êtes la conscience qui entend la voix. Et une fois que vous vous en rendez compte, vous pouvez opter pour le silence. Ou mieux encore, vous pouvez choisir un nouveau script.
Faisons quelque chose de simple, mais puissant. Prenez un instant. Énoncez 3 convictions qui vous guident concernant la réussite, l'amour ou ce qui vous semble possible. Puis, interrogez-vous. Ai-je choisi cette croyance ou me l'a-t-on inculquée? C'est la première fissure dans l'illusion. L'acteur quitte la scène. Le script relâche son emprise. Car la minute où vous cessez de réciter leur rôle, vous laissez la place au retour de votre propre voix. Vous ne pouvez pas forger une nouvelle existence tout en portant une identité construite pour la survie. C'est pourtant ce que la plupart des gens tentent, inconsciemment. Ils se servent des enseignements de Neville, affirment avec intensité, visualisent avec espoir. Mais tout cela en partant des fondations d'une image de soi qui ne leur appartient pas véritablement. Imaginez-vous tenter d'ériger un gratte-ciel sur des fondations conçues pour un modeste cottage. Peu importe la splendeur des plans, si la base a été construite sur des postulats étrangers à votre ambition, l'édifice s'effondrera sous le poids de votre désir. C'est précisément la raison pour laquelle la manifestation semble au point mort. Ce n'est pas que vous vous y preniez mal, c'est parce que vous tentez de créer l'abondance avec une conception de soi ancrée dans la rareté, ou d'attirer l'amour tout en nourrissant secrètement la conviction que vous êtes indigne d'être vu. Neville a écrit un jour « Il vous faut présumer le sentiment du vœu exaucé ». Cependant, il vous est impossible d'endosser une posture dissonante avec votre propre conception de vous-même. Arrêtez-vous un instant. De quelle image de vous-même vous servez-vous? Celle de la jeune fille à qui l'on reprochait de trop parler? Celle du garçon sommé d'être réaliste? Celle de l'élève catalogué comme moyen, du partenaire taxé d'être trop émotif, de l'ami qui a appris à s'effacer pour ne pas être abandonné? L'effet Pygmalion en psychologie nous l'illustre avec netteté. Les individus s'élèvent ou périclitent en fonction des attentes qu'ils internalisent. Cependant, tant que vous n'aurez pas consciemment choisi votre identité, vous interpréterez inconsciemment celle qui vous a été attribuée. Voici un exercice digne d'intérêt. Rédigez une biographie d'un seul paragraphe. Non pas de qui vous avez été, mais de qui vous êtes véritablement. Non pas du rôle, mais de l'essence même. Décrivez-vous depuis l'état d'être déjà devenu votre idéal. Écrivez-le, ressentez-le, dites-le. Car à force de porter un masque, vous avez fini par oublier qui se cache en dessous. Or, l'âme, elle, n'oublie jamais. Elle patiente. Non pas dans l'attente d'une autorisation, mais d'une reconnaissance. Et au moment où vous réalisez que l'acteur n'a jamais été l'auteur, la pièce commence à se métamorphoser. Non pas parce que le monde s'est transformé, mais parce que celui qui l'a imaginé est finalement revenu sur scène. Il existe une fenêtre temporelle où votre esprit absorbe le monde comme l'eau dans une terre desséchée. De la naissance jusqu'à environ 7 ans, vous ne raisonnez pas. Vous recevez. Tout ce que vous voyez, entendez et ressentez est enregistré, non comme de l'information, mais comme une vérité. Bruce Lipton qualifie cela de fenêtre θ, un état d'onde cérébrale analogue à l'hypnose. Dans cet état, on ne raisonne plus, on accepte. Ce qui implique que les convictions qui régissent votre existence aujourd'hui ont pu être implantées avant même que vous ne soyez capable de prononcer « je suis ». Si vous étiez baigné d'amour, d'encouragement et de possibilités, vous avez probablement assimilé des présupposés expansifs. Mais si vous étiez entouré de craintes, de critiques ou de privations, ceux-ci sont devenus les paramètres inconscients sur lesquels vous fonctionnez encore. Les recherches épigénétiques de Lipton ont révélé une dimension encore plus profonde. Votre biologie, l'expression de vos gènes, est façonnée non seulement par l'ADN, mais également par la perception. Votre corps réagit à ce que vous croyez être vrai, et non nécessairement à ce qui est objectivement vrai. Ce qui signifie que, si vous modifiez la croyance, vous modifiez le signal. Et si vous modifiez le signal, vous transformez la vie. Neville l'enseigna spirituellement. Lipton le confirma scientifiquement. Altérez votre conception de vous-même, et vous transformerez ipso facto le monde dans lequel vous évoluez. Neville Goddard. C'est pourquoi les affirmations semblent souvent inefficaces. Vous tentez d'inscrire de nouveaux mots dans une réalité toujours régie par de vieilles présomptions. Il vous faut plonger plus profondément, au-delà de la pensée, dans la terreau du subconscient, là où ses racines ont été plantées. Voici une voie d'accès tangible. Utilisez le seuil du sommeil, cet instant crépusculaire entre l'éveil et le rêve. C'est à ce moment que l'inconscient s'ouvre à nouveau. Répétez votre nouvelle identité, non pas comme un ordre, mais comme une sensation, une connaissance tranquille, une intonation empreinte de certitude. Considérez votre subconscient comme un disque. À l'heure actuelle, il diffuse encore le morceau qu'un autre a enregistré. Mais vous êtes désormais le DJ. Grattoirez l'ancien sillon. Lancez un nouveau rythme. Laissez le rythme de votre moi imaginé surpasser le vacarme de votre passé. Car lorsque la perception se transforme, le schéma s'aligne. Et quand le schéma évolue, la réalité doit s'y conformer.
C'est l'un des aspects les plus frustrants de la création consciente. Vous savez ce que vous désirez. Vous le visualisez. Vous l'énoncez. Mais d'une manière ou d'une autre, vous continuez à vivre l'antithèse. Pourquoi donc? Tout simplement parce que votre monde extérieur ne réagit pas à votre désir. Il réagit à votre présupposition. Et voici le paradoxe. Si votre postulat fondamental est celui du manque, même l'aspiration à l'abondance ne fera que répercuter davantage de privation. Si votre identité profonde est ancrée dans l'abandon, même les affirmations d'amour se heurteront à un mur d'incrédulité. Neville déclara: « La principale illusion de l'homme réside dans sa conviction qu'il existe des causes distinctes de son propre état de conscience. Vous êtes constamment en train de manifester, même lorsque cela prend l'allure d'un échec, même lorsque l'impression domine que rien ne change. Vous êtes invariablement en train de forger une existence qui épouse vos présuppositions les plus profondes. Vous n'échouez pas. Vous réussissez à être la personne que vous croyez inconsciemment être. Cette conviction pourrait avoir été ancrée il y a des années. Elle pourrait ne plus vous être d'aucune utilité. Pourtant, elle est toujours honorée par la loi, car la loi est impersonnelle. Elle reflète, sans le moindre jugement, l'état où vous résidez le plus souvent. Voici comment renverser la vapeur. Commencez à répertorier les preuves de votre existence à rebours, non pas pour confirmer votre crainte, mais pour localiser le présupposé sous-jacent au schéma. Vos relations sont-elles invariablement empreintes de froideur? Qu'est-ce que cela révèle de votre conviction d'être désiré? Les opportunités s'évanouissent-elles systématiquement à la dernière minute? Quelle présomption pourrait sous-tendre votre assurance? Voici ce que je nomme la boucle de l'évidence inversée. Ne vous contentez pas d'observer les événements. Interrogez-vous sur l'hypothèse qu'ils reflètent. Ce n'est pas l'univers qui vous châtie. Il vous renvoie votre reflet. Et dès que vous modifiez l'état dans lequel vous vous complaisez, le miroir se doit d'exhiber une nouvelle image. Vous n'êtes pas bloqué. Vous êtes simplement en pilotage automatique. Et une fois que vous vous éveillez au schéma, vous devenez celui qui le brise. Non par la force, mais par l'hypothèse. Avant de poursuivre, marquez une brève pause. Si une partie de vous commence à prendre conscience que votre réalité actuelle pourrait être régie par les croyances d'autrui, consultez le commentaire épinglé. J'y ai laissé quelque chose qui s'adresse directement à ce script latent que vous avez porté. Ce n'est point davantage d'informations, c'est un miroir. Si vous êtes prêt à discerner les présupposés auxquels vous vous êtes inconsciemment montré fidèle, allez y jeter un coup d'œil. Revenez ensuite sans tarder, car ce qui suit pourrait bien tout remettre en question. Il y a quelques années, j'ai collaboré avec une femme qui possédait tous les atouts, intelligence, sens stratégique, formation. Malgré ses efforts, son activité de coaching stagnait. Elle appliquait pourtant les bonnes pratiques, mais les résultats demeuraient modestes, discrets, imperceptibles. Lorsque nous avons retracé les contours de son empreinte émotionnelle, une révélation s'est imposée. Elle avait hérité d'une présomption silencieuse de sa mère. « Sois humble, ne brille pas trop », non pas prononcée avec cruauté, mais avec crainte. Sa mère avait appris que se démarquer suscitait critique, jalousie ou perte. Elle a donc transmis une stratégie de survie plus discrète. Rester invisible pour demeurer en sécurité. Sans s'en rendre compte, l'entraîneuse avait internalisé cela. Elle ne se contentait pas de bâtir une entreprise. Elle était aux prises avec un contrat identitaire hérité. Si je prospère trop, je perdrai l'amour. Si je gagne trop, je serai jugé. Si je brille, je ne serai pas en sécurité. Elle possédait les compétences requises, mais le texte inadapté. Neville dirait « Osez croire en la réalité de votre présomption et observez le monde jouer son rôle relativement à son accomplissement. » Elle fit donc preuve d'audace. Elle rédigea un nouveau script « Je suis ». Non pas axé sur les clients ou le marketing, mais sur l'identité. Elle écrivit « Je suis en sécurité dans ma réussite. Je brille sans excuse. Je ne porte la crainte de personne d'autre que la mienne. Et j'ai décidé de m'en affranchir. » Chaque jour, elle prononçait ces mots à haute voix avec une ferveur palpable. Non pas comme un vœu pieux, mais comme une affirmation péremptoire. Non pour contraindre le monde extérieur, mais pour reconditionner son fort intérieur. En l'espace de 90 jours, son entreprise a triplé. Non point en raison de nouvelles stratégies, mais parce qu'elle s'était enfin accordée à une image de soi affranchie des entraves maternelles. C'est là toute la puissance de l'écriture consciente. Nul besoin d'anéantir votre passé. Il suffit de cesser de lui obéir. Elle n'a pas renié l'amour maternel. Elle a simplement cessé d'atténuer sa propre lumière pour se fondre dans l'ombre de sa mère. Et, à l'instant précis où elle franchit le pas, le monde réagit non pas à celle qu'elle avait été, mais à celle qu'elle avait résolument choisi de devenir. Il existe une forme de sabotage qui se drape dans le masque de l'amour. Elle n'est ni tapageuse, ni manifeste. En réalité, elle se dissimule fréquemment derrière les oripeaux de la vertu.
humilité, respect, loyauté. Cependant, sous cette surface, une autre dynamique est à l'œuvre. Un pacte silencieux, scellé il y a longtemps. Je ne dépasserai jamais ceux qui m'ont élevé. Si vous avez déjà éprouvé de la culpabilité à désirer davantage, plus de prospérité, plus de facilité, plus de joie, il est fort probable que vous soyez porteur de ce schéma latent. Et si vos manifestations stagnent perpétuellement juste avant la percée, en dépit de vos efforts exemplaires, il se pourrait bien que ce soit là le véritable obstacle. Ce n'est pas la loi que vous remettez en question. C'est la crainte que votre réussite n'engendre une rupture, que briller d'un éclat trop vif soit perçu comme une trahison, que vous épanouir pleinement dans votre abondance déshonore, d'une manière ou d'une autre, les luttes de vos parents, de votre communauté, de votre lignée. Ce n'est pas conscient, c'est profondément émotionnel, ancré dans l'identité que vous avez forgée durant l'enfance. Psychologiquement, nous désignons cela comme le contrat familial. Sur le plan émotionnel, cela se manifeste par « si je m'élève trop, je les abandonnerai » ou, pire encore, « si je deviens quelqu'un qu'ils ne reconnaissent plus, m'aimeront-ils encore ?» Neville n'a jamais recouru au jargon de la psychologie. Mais il s'est adressé directement à cet état lorsqu'il a déclaré « Réinventez votre perception de vous-même et vous transformerez ipso facto le monde qui vous entoure. » Mais que votre conception de soi s'enracine dans une fidélité au passé. C'est ici que l'on s'enlise. On aspire à une vie nouvelle, tout en appréhendant le prix à payer en termes d'appartenance. Il existe quelque chose de sacré dans la famille. Et c'est pourquoi ceci est si puissant et si mal compris. Lorsque vous étiez enfant, vous avez peut-être observé vos parents travailler sans relâche, sans jamais rien demander d'excessif, se contenter de ce qui leur était proposé. Vous les avez vus composer avec les déceptions, joindre les deux bouts, réfréner leurs propres aspirations. Et vous les avez chéris. Alors, sans même en avoir conscience, vous avez formulé un serment d'allégeance. Je ne m'aventurerai pas au-delà de vous. Je porterai vos limites comme un moyen de rester proche. Mais voici la vérité que la plupart n'entendent jamais. Vous n'honorez pas votre lignée en répétant ces blessures. Vous l'honorez en les guérissant. En vous élevant au-delà de ce qui était possible pour eux. En devenant ce pourquoi ils priaient autrefois, même s'ils n'ont jamais prononcé les mots à haute voix. L'amour n'implique nullement la stagnation. Il appelle à l'évolution. Et l'évolution peut être empreinte de grâce. C'est là que la lettre de mise à niveau de l'héritage devient véritablement transformationnelle. Vous écrivez à votre passé, non avec blâme, mais avec révérence. Vous reconnaissez ce qui a été donné, ce qui a été enduré, ce qui a été surmonté. Et puis vous déclarez, grâce à vos sacrifices, je m'autorise désormais à m'élever. Je ne m'élève pas loin de vous. Je m'élève grâce à vous. Ce n'est pas une question d'abandon. C'est une question d'ascension. Lorsque vous vous développez, vous brisez des plafonds qui jadis étaient des murs. Vous forgez de nouveaux canevas de liberté, non seulement pour vous-même, mais aussi pour ceux qui viendront après. Et parfois, pour ceux qui vous ont précédé, car votre guérison opère également à rebours. Que ceci soit donc le nouveau serment. Je suis loyal à l'amour, non à la contrainte. Je porte votre force, non votre crainte. La demeure d'où vous provenez vous a forgé. Cependant, elle ne saurait vous asservir. Vous n'avez jamais été destiné à demeurer dans cette unique pièce. Vous étiez destiné à prendre ces outils et à édifier quelque chose de bien plus vaste, quelque chose qui reflète non seulement vos origines, mais également votre trajectoire. Il existe une addiction insidieuse que la plupart des gens ne soupçonnent jamais. Elle ne concerne ni le sucre, ni les écrans, ni les réseaux sociaux. Elle concerne la lutte elle-même. Bien sûr, vous ne l'envisageriez pas ainsi. Personne ne dit « je suis accro à ce que les choses aillent mal ». Mais biologiquement, chimiquement, c'est exactement ce qui se produit dans de nombreuses existences. Et c'est une raison fondamentale pour laquelle certaines manifestations ne s'enracinent jamais, même lorsque les intentions sont limpides. Pour appréhender cela, il est impératif de transcender la simple croyance et d'examiner le fonctionnement cérébral. La dopamine, le neurotransmetteur le plus étroitement lié à la motivation, à l'anticipation et à la récompense, ne se libère pas uniquement lorsque des événements positifs se produisent. Elle est également sécrétée lorsque des événements prévisibles se matérialisent. Et c'est là que réside l'embûche. Si, durant des années, votre organisme a été conditionné à anticiper la déception, le conflit, l'indigence ou le rejet, alors ces états émotionnels, aussi déplaisants soient-ils, sont devenus chimiquement familiers. Ils sont prévisibles, ils sont sûrs, et surtout, ils procurent une décharge dopaminergique constante. Autrement dit, le chaos peut évoquer le sentiment d'être chez soi, non pas parce qu'il est désiré, mais parce que le système nerveux a appris à le gratifier. Ainsi,
même lorsque vous commencez à visualiser l'abondance, même lorsque vous entamez l'affirmation de l'amour et de la paix. Si votre chimie interne est câblée pour rechercher le familier, elle vous ramènera subtilement vers l'ancienne identité. Vous appellerez cela de la procrastination, ou un mauvais timing, ou juste ne pas le sentir aujourd'hui. Mais sous la surface, c'est en réalité le corps qui dit « Donnez-moi ce que je connais. Donnez-moi l'ancien vous ». Neville enseignait que l'hypothèse façonne la réalité. Non point l'effort, ni la volonté, ni même la répétition en elle-même. Or, comment parvenir à conserver une nouvelle hypothèse quand votre biologie ne cesse de convoiter l'ancienne? Il vous faut briser la boucle. Et cela commence par la compréhension que le confort n'est pas toujours votre allié. La familiarité n'est pas toujours synonyme de sécurité. Parfois, elle constitue le cordon de velours qui vous maintient à l'écart de votre propre métamorphose. C'est pourquoi une période d'inconfort précède fréquemment un véritable changement. Ce n'est pas parce que l'univers vous soumet à une épreuve. C'est parce que votre système nerveux se recalibre, apprenant que l'aisance, la prospérité et la visibilité ne constituent plus des menaces, mais de nouvelles normes. Une des stratégies les plus efficaces pour briser ce cycle réside dans une réinitialisation dopaminergique à court terme. Non pas par la privation, mais par la perturbation du schéma. 7 jours durant lesquels il s'agit de s'orienter vers l'inconnu, de poser des actes modestes qui remettent en question le confort des schémas préétablis. Le message à véhiculer est clair. Je ne suis plus disponible pour la gratification issue de la lutte. Car voici la mutation. Il n'est plus nécessaire de lutter contre l'ancienne chimie. Il faut la rééduquer. Enseignez à votre corps à anticiper la paix. Laissez-le associer la sécurité à l'expansion. Que la joie devienne le nouveau point d'ancrage. Lorsque vous agissez ainsi, votre état intérieur se transforme en un aimant, irrésistiblement attiré par l'existence que vous convoitez. Non pas sporadiquement, ni par intermittence, mais de manière constante. Et le subconscient, désarmé, cesse de murmurer « Ceci n'est pas sûr », car il a désormais assimilé « Telle est mon identité ». Non plus un individu asservi aux rediffusions, mais l'auteur d'une saison inédite et flambant neuve. Chaque être humain naît pourvu d'un miroir. Non pas un miroir physique, mais un miroir social. Un reflet forgé par les regards, les intonations, les réactions, les attentes. Dès vos plus jeunes années, votre entourage vous renvoyait une image. Parfois, il s'agissait de chaleur et d'encouragement. Tu es intelligent, tu es créatif, tu es fort, D'autres fois, le plus souvent sans intention malveillante, il reflétait la peur. Ne fais pas trop de bruit. Ne te vante pas. Ne rêve pas trop grand. Et, au fil du temps, vous avez commencé à forger votre image de soi. Non pas à partir d'une expérience directe de vous-même, mais à partir de ses reflets. Ceci n'est point faiblesse. C'est la biologie. Votre cerveau, dès l'enfance, est câblé pour l'imitation et la survie. Entrez les neurones miroirs, ces cellules nerveuses élégantes, conçues pour vous aider à apprendre en reproduisant les indices émotionnels et comportementaux d'autrui. Ils vous ont aidé à marcher, à parler, à décrypter les émotions, à ressentir l'empathie. Mais ils vous ont également rendu vulnérable au climat émotionnel de vos proches. Si vous étiez baigné d'amour, vous avez probablement intériorisé un sentiment d'être désiré. Si vous étiez entouré d'anxiété, de critiques ou de négligence, vous avez pu intérioriser le message « quelque chose cloche chez moi » ou « je dois mériter l'amour en ne perturbant pas la tranquillité ». Et c'est là que le miroir social transcende la simple réfraction. Il se mue en geôle, parce que l'on ne cesse de se contempler dans ce miroir sous prétexte que l'on grandit. On continue de le consulter, inconsciemment, à travers les relations, le travail, les réseaux sociaux, les conversations. On y recherche l'approbation, des signes d'acceptation, de sécurité, de respect. On s'y ajuste en conséquence. On tait les idées qui pourraient sembler incongrues. On minimise ses dons lorsque les autres se sentent menacés. On feint de ne pas aspirer à davantage, car convoiter plus pourrait susciter le rejet. Et tandis que tout cela se déroule, votre véritable moi se tient à l'orée du cadre, dans l'attente d'être rappelé. Neville Goddard a écrit « Ne vous laissez pas dicter votre conduite, sauf si la suggestion émise vous agrée. Le libre arbitre vous est à jamais acquis. Mais encore, combien de suggestions ont façonné votre existence sans votre consentement conscient? Combien de postulats concernant votre identité, votre valeur intrinsèque ou vos perspectives d'avenir ont émané du reflet d'autrui et non de votre propre vérité? Demandez-vous, en toute sincérité, vous êtes-vous déjà muré dans le silence afin d'épargner l'inconfort d'autrui? Avez-vous déjà minimisé vos aspirations afin de vous conformer? Avez-vous déjà foulé aux pieds votre intuition sous prétexte qu'une autre personne la jugeait irréaliste? Ce ne sont pas des instants fortuits, ce sont des schémas.
Et plus ils persistent, plus ils semblent authentiques, jusqu'à ce qu'à terme, vous confondiez le masque avec votre propre visage. Le péril du miroir social ne réside pas uniquement dans le jugement d'autrui. Il se manifeste dans la manière dont nous intériorisons ce jugement et commençons à le mettre en scène nous-mêmes. Nous devenons nos propres geôliers. Nous bridons nos paroles, nos créations, nos aspirations, non point parce qu'on nous a opposé un non catégorique, mais parce que nous anticipons leur désapprobation et la rejouons par avance. Ceci n'est pas une peur de l'échec, c'est la peur de l'abandon, de ne pas avoir sa place, d'être perçu comme trop différent, trop ambitieux, trop sensible, trop intense. Et ici réside l'un des grands paradoxes de la manifestation. Vous ne pouvez véritablement accéder à une nouvelle réalité tout en arrimant votre identité à l'approbation d'autrui. Vous ne pouvez vous accorder à l'abondance tout en sollicitant la permission de la désirer. Vous ne pouvez devenir l'être que vous imaginez tout en censurant votre expression pour épouser les limites du confort d'autrui. C'est pourquoi même le travail spirituel le plus sincère donne parfois des résultats superficiels. La technique peut être correcte, mais le soi qu'il applique reste assujetti au miroir social. Il s'efforce encore de devenir quelque chose de plus, sans pour autant froisser autrui. Mais la manifestation n'est pas polie. Elle n'est pas là pour préserver votre image. Elle est là pour refléter votre état. Et cet état doit être authentique pour être puissant. Alors, que faites-vous? Vous cessez de quémander l'approbation extérieure. Vous établissez une distance sacrée entre la personne que vous devenez et celle qui reflète votre passé. Ceci n'est pas de la cruauté. Ceci est de la clarté. Il existe une pratique appelée le casse-miroir. Vous vous accordez 3 jours, 3 seulement, et supprimez toute source de validation externe possible. Pas de réseaux sociaux, pas de demande de conseils, pas de vérification des réactions, pas de scrutation subtile des expressions faciales pour jauger votre accueil. Vous passez ces journées à ne vous accorder qu'au miroir intérieur, la conscience immobile et silencieuse qui préexistait à quiconque vous enseigna qui être. Et dans ce silence, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire. Vous commencez à vous entendre. Vous commencez à ressentir ce en quoi vous croyez réellement, affranchi du vacarme des attentes. Vous commencez à agir non pas par réaction, mais par révélation. Et de cet endroit, la manifestation devient magnétique. Non point parce que vous vous efforcez davantage, mais parce que vous irradiez la cohérence. L'état et le soi sont en harmonie. Il n'y a ni distorsion, ni excuse, ni simulation. Uniquement la vérité. Et la vérité, sans phare, est ce qui infléchit la réalité. Alors, si vous vous sentez bloqué, méditez sur ceci. Peut-être n'est-ce pas votre imagination qui flanche. Peut-être est-elle simplement tamisée par trop de reflets. Éloignez-vous du miroir. Laissez-les se briser, s'ils le doivent. Non point pour contrarier autrui, mais pour vous contempler distinctement, pour la première fois. Vous n'êtes pas le reflet, vous êtes la lumière. Or, la lumière ne sollicite aucune approbation pour irradier. Il existe une trame subtile et néanmoins puissante, souvent méconnue dans le travail spirituel. Ce n'est pas la résistance, ce n'est pas l'incrédulité, ce n'est pas la paresse. C'est de la surpolitesse, une forme d'autocensure déguisée en bienveillance. Cette excessive courtoisie se manifeste lorsque nous évitons de poser des limites, mus par la crainte de blesser autrui. Elle se révèle aussi lorsque nous continuons d'adhérer à des croyances désuètes, simplement parce qu'elles émanent de personnes chères. Enfin, elle se manifeste quand nous taisons notre vérité, non pas par manque de clarté, mais par appréhension d'incommoder autrui. Et, fondamentalement, il ne s'agit pas là de maturité spirituelle, c'est de l'évitement spirituel. Vous aspirez à manifester la liberté, mais hésitez à l'assumer pleinement. Pourquoi? Parce qu'une part de vous assimile encore le pouvoir à l'égoïsme. Vous avez appris à identifier le silence à la déférence et la soumission à la loyauté. C'est ainsi que vous demeurez dans la discrétion, non pas par incrédulité envers la loi, mais par crainte de dépasser ceux qui vous ont façonné. Neville a enseigné, pour opérer une véritable métamorphose, il est impératif de bouleverser les fondements mêmes de votre pensée. Cela englobe les réflexions concernant la personne que vous êtes autorisé à devenir. Si votre récit interne persiste à inclure des injonctions telles que « ne te fais pas trop remarquer » ou « ils ne comprendront pas », votre transformation se heurtera inéluctablement à un plafond forgé dans le moule de la bienséance. Voici l'ironie. La véritable compassion ne requiert pas l'autotrahison. Vous pouvez aimer quelqu'un profondément et néanmoins vous affranchir du système de croyances qu'il vous a légué. Vous pouvez honorer votre passé sans pour autant le répliquer. Mais d'aucuns assimilent la résistance à une trahison. Ils croient que dire non à une identité héritée revient à renier la personne qui l'a transmise. Il n'en est rien. Cela signifie que vous privilégiez la vérité à la performance.
Le coût de la surpolitesse spirituelle est la fragmentation. Vous devenez une version de vous-même dans la solitude et une autre dans l'espace social. Vous vivez dans la tension, vous manifestant en lambeaux parce que vous ne vous présentez pas dans votre intégralité. Le changement s'amorce par un simple recadrage. J'ai le droit d'évoluer, même si cela remet en question le confort d'autrui. Ce n'est point de la cruauté, c'est de l'intégrité. Vous pouvez vous affranchir d'une croyance limitante avec élégance. Vous pouvez emprunter une voie inédite sans polémique. Et vous pouvez devenir quelqu'un de nouveau sans solliciter l'assentiment. L'évolution spirituelle n'est pas toujours une sinécure. Elle implique parfois des frictions. Or, ces frictions ne sont nullement un signe d'égarement. Elles témoignent bien souvent que vous vous apprêtez enfin à dire la vérité. Cessez donc de retoucher votre lumière. Cessez de gérer les émotions d'autrui au détriment de votre propre épanouissement. Vous n'étiez pas destiné à effleurer la transformation. Vous étiez destiné à y faire face, clairement, avec audace, sans la moindre excuse. Car la chenille n'a pas à rendre de compte au cocon. Elle émerge, tout simplement. Et ce faisant, elle accomplit ce qu'elle était intrinsèquement vouée à devenir. Peu importe le temps que vous avez vécu sous le joug des présupposés d'autrui, vous pouvez vous affranchir de ce script, dès à présent. Voici un modèle simple en 3 étapes pour vous aider à vous réaligner avec votre propre pouvoir créateur et à commencer à manifester à partir de l'identité que vous avez choisie. Étape 1. Identifiez l'histoire. Chaque limitation avec laquelle vous cohabitez est liée à une histoire. Je ne suis pas digne. L'argent est difficile à gagner. L'amour finit toujours par s'éteindre. Ce ne sont pas des vérités. Ce sont des présuppositions répétées, le plus souvent héritées et non choisies. Pour vous affranchir, vous devez d'abord reconnaître de qui est cette croyance. Où a-t-elle pris racine? Il ne s'agit pas de jugement, mais de prise de conscience. Vous ne pouvez pas transformer ce que vous refusez de voir. Étape 2. Dissocier l'énergie. Identifier la croyance ne suffit pas. Il faut se déconnecter de la loyauté émotionnelle qui la maintient en place. Nombreux sont ceux qui s'accrochent à des récits limitatifs par culpabilité ou par amour, craignant que lâcher prise ne signifie rejeter les personnes qui les ont transmis. Ce n'est pas le cas. On peut honorer le passé tout en évoluant au-delà. Dites-vous, j'ai le droit d'être différent maintenant. Je suis libre de grandir. Étape 3. Prononcez le remplacement. Une fois l'ancien identifié et libéré, comblez l'espace par quelque chose de neuf. Choisissez une affirmation identitaire brève et percutante, révélant votre véritable essence. Je suis vu. Je suis soutenu. Je suis libre de m'épanouir. Prononcez-la matin et soir, non comme un mantra, mais avec conviction. Imprégnez-vous de sa réalité. Neville has stated, osez postuler que vous êtes ce que vous aspirez à devenir. Pas un jour prochain, aujourd'hui. Et dès l'instant où vous l'acceptez comme une vérité, la réalité se met à l'échoir, naturellement et avec précision. Si votre existence n'a pas reflété vos aspirations, ce n'est pas parce que la loi a failli, c'est parce que vous avez vécu selon un scénario que vous n'avez pas rédigé. Neville déclarait, toute métamorphose débute par une mutation des postulats. Or, la plupart des présupposés sont hérités, invisibles, incontestés, assimilés d'autrui. Vous n'étiez pas bloqué. Vous étiez simplement tributaire d'une version de vous-même qui ne vous a jamais réellement appartenu. Le travail de Bruce Lipton fait écho à cette vérité fondamentale. Changez de perception et tout s'ensuit. Point n'est besoin d'attendre que les circonstances évoluent. Il vous incombe de revendiquer la paternité. Vous n'êtes pas le personnage. Vous n'êtes pas le rôle. Vous êtes l'auteur. Et l'histoire commence à basculer dès l'instant où vous déclarez « Celui-ci m'appartient ». Avant de partir, jetez un coup d'œil aux commentaires épinglés. Il contient une information que vous êtes censé découvrir.